Eh bien, salut les geeks et salut les geekettes. Aujourd'hui, je suis particulièrement enjoué car nous sommes le 1er avril. J'ai déjà fait des blagues à tout le staff de No Life. Je m'amuse très bien comme un petit fou. J'espère que vous aussi, vous avez fait des petites blagounettes. Mais ça n'empêche pas quand même qu'il y a une émission à présenter. Donc aujourd'hui, mercredi 1er avril, à quoi allons-nous avoir droit dans 101%? Alors aujourd'hui, on aura la critique de Homedius Gorgeous, la minute du geek et charmante, délicieuse, succulente Mademoiselle Suzuka. Et on commence, comme tous les 1er avril, par les news. Benoît, excuse-moi de te couper là, mais il y a Davy qui t'appelle. Oh, excusez-moi. Ce que vous allez voir dans quelques instants s'appelle un repositionnement d'IP. IP pour propriété intellectuelle ou autrement dit la licence. La série des Colin McRae a toujours donné dans le réalisme, l'authenticité, la simulation, avec un pourcentage arcade variant entre les volets pour cette dernière. Mais globalement, c'était une licence sérieuse, qui dégageait par son approche et le nom de sa star écossaise une certaine déférence. Avec Colin McRae Dirt 2, Codemasters repositionne totalement sa licence et la série en elle-même. Le côté ouvertement racoleur de ce nouveau teaser est justement là pour faire passer le message. Dirt, c'est pour Dirty maintenant. Et on va dépoussiérer cette bonne vieille licence histoire de se rapprocher de l'esprit d'un Tony Hawk et des simulations de sport extrême en général. Le joueur, une espèce de pilote mercenaire, se déplacera ainsi dans un énorme RV, une caravane pour Rockstar qui sera en fait l'interface de jeu. Il suffira par exemple de regarder par une fenêtre pour avoir un aperçu de la course à venir et ainsi de suite. Plus fun, plus Jones, plus dirty, on espère maintenant que cette suite proposera toujours une immersion, des sensations et un moteur physique digne de son illustre prédécesseur, qui reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs jeux de course next-gen. Namco Bandai Games vient d'annoncer que Tales of Vesperia arriverait bien en Europe au mois de juin prochain, soit près d'un an après sa sortie initiale au Japon. Pour rappel, il s'agit du premier épisode de la série de RPG phare de Namco à avoir été développé pour une console next-gen, à savoir la Xbox 360. Doté de graphismes tout en cel shading, le jeu affiche un style visuel très marqué, assez proche d'un Eternal Sonata, même si le Kara design reste somme toute assez proche des autres volets de la saga. Ce nouveau Tales of ne révolutionnera d'ailleurs pas le principe de la série. On retrouvera notamment les fameux combats en temps réel, dont certains joueurs sont particulièrement friands. L'une des petites nouveautés viendra par contre du système d'évolution. Il mettra en avant l'équipement des personnages grâce auquel ces derniers pourront apprendre de nouvelles capacités. Cela favorisera aussi du coup le système de craft. En tout cas, le mois de juin s'annonce très intéressant pour les possesseurs de 360, amateurs de RPG japonais. Outre ce Tales of Vesperia, Star Ocean 4 sortira, on le rappelle, à peu près dans les mêmes eaux. Après avoir signé un contrat d'édition et de distribution avec le studio anglais Slytherin Software sur le territoire français pour 2009, Midway vient d'annoncer la sortie le 17 avril prochain de Military History Commander Europe at War. Ce jeu de stratégie au tour par tour, ayant pour contexte la Seconde Guerre mondiale, proposera 6 scénarios basés sur des faits historiques, sur DS, PSP et bien sûr PC. Une petite news maintenant pour annoncer que l'excellent Pure, développé par BlackRock Studio, change de prix. Les versions 360 et PS3 peuvent désormais se trouver pour environ 30 € dans tous les magasins. Sur PC, le jeu ne coûte cette fois-ci plus que 20 €. Une excellente nouvelle puisque ce jeu de course off-road était l'une des très bonnes surprises de la fin d'année dernière. Voici les dernières images de X-Men Wolverine, le jeu d'action développé par Raven Software pour Activision. Ce titre sortira le 30 avril prochain sur l'ensemble des consoles de salon, les portables ainsi que sur PC, soit un jour après la sortie du film de Gavin Hood. You can uncage them and turn a man into a weapon. You wanted the animal, Colonel. You got it. I'll probably be alone to the day I die. I still have work to do. I'm coming for you. Stay on it, make it
c'est génial, Rémi. T'imagines, il y a Davy, il veut qu'on présente un 100% ensemble la semaine prochaine. Ah, c'est cool ça. Oh bah, je suis d'accord, hein, ça va être bien. Oh, il me tarde. C'est bon, ça tourne? C'est bon, vas-y. Ok. Alors, tout de suite, nous allons passer à la critique de Automedius Gorgeous. Alors, on m'a dit, ce jeu, rien que d'entendre la bande-son, enfin la bande-son du trailer, on sait tout de suite qu'il y a un petit peu de fanservice. Et effectivement, c'est un jeu de Konami, et je crois qu'on n'a pas mis tout le budget dans le costume. Konami, pas tout le budget dans le costume. Je l'ai raté, c'est dommage, elle était rigolote. C'est dommage, mais en même temps, c'est pas très grave, il y a Seb qui voudrait te voir. Ah, encore? Oui, désolé. Oh. En 1985 sortait dans les salles d'arcade japonaises une légende du shoot'em up, Gradius. Créé par la société Konami, ce jeu mettait le joueur aux commandes du Vic Viper, vaisseau de combat destiné à repousser les envahisseurs aliens de l'Empire Bacterion. La spécificité de son gameplay se situait dans la barre horizontale permettant d'activer à loisir différents power-ups, en fonction du nombre de capsules récoltées sur les ennemis vaincus. Le jeu connaîtra un grand succès et plusieurs suites sortiront en arcade et sur console. En parallèle, Konami sortira au début des années 90 une série parodique proposant une alternative délirante à son shoot'em up fétiche. Ainsi, Parodius permettra aux joueurs de se débarrasser avec humour de pieuvres, chats, pandas et d'une quantité impressionnante de volailles ainsi que des mythiques pingouins, véritables symboles de la série. Pendant un temps, ces deux séries se développeront simultanément, puis connaîtront chacune leur épisode ultime, Sexy Parodius en 1996 sur PS1 et Saturn, et Gradius 5 en 2004 sur PS2. En dehors des remakes et compilations des anciens épisodes sur console portable ou en téléchargement, Konami semblait avoir définitivement abandonné l'idée de sortir de nouveaux shoot'em up, jusqu'en 2007, où les fans apprenaient le lancement prochain d'une nouvelle licence, Automedius. Sorti dans les salles d'arcade, puis sur Xbox 360 au Japon fin 2008, ce jeu a beaucoup de liens de parenté avec les séries précédentes. Mais cela suffit-il à en faire un bon jeu? Réponse tout de suite. Se déroulant plusieurs centaines d'années après les événements du premier Gradius, Automedius nous présente l'organisation Anti-Bacterion G, destinée à repousser toute menace visant la Terre. Otome signifiant jeune fille en japonais, on ne s'étonnera pas de trouver presque exclusivement des personnages féminins parmi les 6 pilotes proposés. Leur design a d'ailleurs été confié à Yoshizaki Mine, créateur de Keroro Gunso, et accessoirement spécialisé dans le dessin de jeunes filles kawaii et sexy. En dehors de l'aspect purement anecdotique de l'histoire de ces anges de la galaxie, chacune d'entre elles est basée sur un type de vaisseau emblématique des séries de Konami. On se retrouve bien là face à un jeu rendant hommage à l'âge d'or des anciens shoots 2D de la firme à la petite vague. Une autre particularité d'Automedius, du moins dans sa version d'arcade originale, venait de la présence sur la borne d'un écran tactile. Celui-ci permettait de cibler facilement certains points faibles des boss à l'aide de bombes, de naviguer dans les menus et, pour les otaku les plus pervers, de toucher stratégiquement les artworks des héroïnes. Cette spécificité technique a fait longtemps croire que le jeu serait porté sur Wii, voire sur DS, mais c'est finalement la 360 japonaise qui a été exclusivement privilégiée. Bien qu'une édition de luxe avec un stick doté d'un trackpad soit sortie, la plupart des joueurs devront utiliser le stick droit de la manette pour compenser la perte de l'écran tactile. Depuis 1985, la formule de base de ce type de shoot horizontal n'a pas vraiment changé. Le joueur détruit plusieurs vagues d'ennemis en récoltant des capsules qui lui permettront d'améliorer progressivement son armement. Ici, les ennemis seront à la fois mécaniques et animaux, ou parfois un curieux mélange entre les deux. Les environnements traversés seront tout aussi hétéroclites. L'Égypte, l'Antarctique ou encore les rues de Tokyo. Cette version 360 intègre plusieurs modes de jeu différents. Le mode original est présenté en 4 tiers et propose aux joueurs de venir à bout de 3 niveaux au choix parmi 4 en récoltant un maximum de diamants de couleur. Ces diamants apparaissent en quantité variable selon le nombre d'ennemis abattus et entrent en compte dans le calcul d'une note en fin de partie. Cette note débloquera des cartes virtuelles permettant de modifier l'armement par défaut de chaque vaisseau. Le mode Versus se présente sous la forme d'une compétition contre la montre, où le but est de parvenir au bout d'une série de boss aléatoires parmi une sélection de 10 boss classiques des shoots Konami. Celui-ci se joue à 3 joueurs en réseau via le System Link ou contre l'AI du jeu. Ces deux modes étaient présents sur la borne d'origine. On y retrouve donc la possibilité tactile d'activer des super bombes en cours de partie.
Plusieurs bombes sont d'ailleurs proposées. La bombe classique, qui nettoie l'écran de la totalité des ennemis et tire de base, ainsi que la bombe chargée, qui permet de cibler l'emplacement de chaque explosion. Ces bombes peuvent être rechargées en utilisant l'emplacement dans la barre Power Up, habituellement réservée au champ de force. Enfin, le mode Gorgeous est la nouveauté de cette version 360. Présenté en 16/9, il correspond au mode story du jeu et impose d'arriver au bout de 6 niveaux successifs, comptant plusieurs boss et mini-boss. À la manière des anciens Gradius, et contrairement au mode de jeu précédent où le joueur dispose d'une jauge d'énergie, ici le moindre contact avec le sol ou avec les tirs ennemis est fatal. Pour chacun de ces modes, on retrouve le choix entre une gestion automatique ou manuelle des power-ups, ainsi que la possibilité de récupérer ses pods d'options après chaque perte de vie, comme dans Life Force sur NES. On s'étonnera par contre de la relative facilité du jeu, du moins en mode normal. S'il est bien entendu possible et conseillé d'augmenter la difficulté du jeu et le compteur de loop, on aurait bien aimé avoir aussi le choix de recommencer au début de chaque zone, plutôt que de systématiquement ressusciter à l'emplacement de sa dernière erreur. Une orientation casual par défaut auquel ne nous avait pas habitué Konami. Les challengers du One Credit n'ont pas été oubliés pour autant, avec la possibilité d'enregistrer ces replays et de les partager sur le web via un classement mondial. Côté son, les thèmes musicaux de chaque niveau sont agréables et variés. Et si on ne retrouve pas la folie des compositions des Parodius, certains thèmes très connus de Gradius feront leur grand retour. Notons à ce sujet que des packs de musique rétro remixés sont proposés en téléchargement payant sur le Xbox Live. Enfin, une galerie d'images permet d'admirer 115 artworks de personnages et ennemis du jeu. N'y allons pas par quatre chemins, c'est un véritable plaisir de retrouver le gameplay typique d'un shoot signé Konami, qui plus est quand celui-ci est présenté en Full HD comme c'est le cas ici. Les réflexes reviennent vite et on se prend une grosse bouffée de nostalgie lorsque résonne à nouveau le mythique Shoot the Core. Mais cette version d'Automedius déçoit malheureusement sur certains aspects. En premier lieu, la grande déception vient de l'absence d'un mode de joueur en simultané à l'écran. Si la possibilité de jouer en versus est bel et bien présente, il est regrettable qu'elle impose d'utiliser un mode LAN peu pratique ou d'avoir un compte Gold pour s'y essayer en ligne. Techniquement, si les graphismes 3D tiennent la route niveau modélisation, on sera surpris de constater que les décors semblent souvent vides et ressemblent à des maquettes statiques. L'exemple le plus flagrant concerne les petits pingouins kawaii qui pullulent dans chaque niveau. Hyperactifs dans les anciens Parodius en 2D, ils sont ici désespérément figés. Certains objets 3D impossibles à détruire rendent également l'action confuse car ils peuvent se confondre avec les tirs ennemis. Enfin, si le mode Gorgeous est présenté en 16/9, il souffre malheureusement de nombreux ralentissements, surtout en mode de difficulté élevée, ainsi que de 2 niveaux bonus assez pauvres graphiquement. Bref, on se souviendra du jeu plus pour son gameplay et son côté fun que pour sa réalisation technique, ce qui est quand même un peu décevant de la part de Konami. Rappelons enfin que même s'il est en l'état plus destiné aux fans hardcore de l'univers de Gradius, on ne peut que regretter qu'aucune sortie d'Automedius en Occident ne soit prévue pour l'instant, même pas sous forme téléchargeable. Oh bah, il aurait pu attendre quand même, hein. Seb, il voulait que je lui file un rib. Il m'a dit, oh, c'est pour te donner des sous. Bon, on peut attendre la fin du tournage quand même, hein. C'est pas aux pièces. On en est où là? C'est quoi? C'est la minute du geek? Ok. Julien Pirou, dans la Minute du Geek, va nous parler de l'histoire de Square Enix. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, connaissez-vous l'histoire du 1er avril? En fait, l'hypothèse la plus courante est que c'est Charles IX qui, en 1546, a changé la date de début de l'année du 1er janvier au 1er... ou inversement. Ouais, c'est ça. C'est du 1er avril, en fait, avant l'année commençait le 1er avril, et Charles IX, il a dit « Oh ben non, c'est nul, on va faire ça le 1er janvier ». Et donc, il y avait encore des gens qui s'échangeaient des cadeaux, des trucs, et par la suite, en fait, c'est devenu des blagues pour se moquer de... Enfin, ça, c'est les hypothèses des historiens, hein. Après, merci Wikipédia. Benoît, je suis vraiment désolé, je te coupe tout le temps à la fin de tes plateaux, mais là, il y a la cave qui m'a dit qu'il voulait partager une saucisse avec toi, j'ai pas tout compris. Partager. Je vais voir. Partager une saucisse? J'ai pas compris. Bah, je vais voir ça, hein, parce que c'est quoi cette histoire encore?
C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Square Enix. Ouais. Ils font des jeux depuis super longtemps, ils sont trop bien ces jeux. Mais avant, c'était Onyx tout seul. Moi, je me rappelle, je jouais à des jeux vidéo sur Super Nintendo, c'était Onyx tout seul. Enix tout seul? Non. Non, ça me dit rien. Notre histoire commence en 1975, lorsque Fukushima Yasuhiro fonde la société Eidansha Boshu Service Center, une société d'informatique. En 1980, Fukushima crée une filiale de sa compagnie, Eidansha Reality, pour se lancer dans l'édition de jeux. En 1982, Eidansha Reality est renommé Enix, un jeu de mots entre le nom du premier ordinateur, l'ENIAC, et la créature mythologique, le Phénix. En 1982, Enix lance un concours de programmation de jeux. Les gagnants, Love Match Tennis de Hori Yuji et Dor Dor de Nakamura Koichi, seront parmi les premiers jeux édités par la compagnie. Il faut bien comprendre qu'à ses débuts, Enix était éditeur de jeux développés par des tiers, mais n'avait pas d'activité de développement en interne. Même sa série emblématique Dragon Quest, commencée en 1986, était développée par un développeur tiers, Shunsoft. Les membres de Shunsoft s'étaient d'ailleurs pour la plupart rencontrés lors du fameux concours de 1982. Parmi les développeurs ayant travaillé avec Enix au fil des années, on citera Shunsoft donc, mais aussi Quintet, Treasure, Tri-Ace, Tri-Crescendo et autres studios qui entérinèrent la réputation d'Enix de roi du RPG au Japon. En 1989, Enix et sa maison mère Eidansha fusionnèrent pour former Enix Corporation, qui entra en bourse en 1991. À la fin des années 90, les retards répétés de Dragon Quest VII provoquèrent une chute de son action, ce qui le poussa à chercher une alliance auprès d'un de ses plus anciens rivaux, mais ceci est une autre histoire. Non mais franchement, c'était n'importe quoi. Attends, j'arrive, la cave, il me dit je suis désolé, je l'ai mangé toute la saucisse. À mon avis, je me demande s'il voulait pas me faire une vanne, hein, parce que commence à être bizarre, ça commence à être louche. Voyons voir, on en est où maintenant? C'est quoi? Ah bah c'est le Tokyo Café. Eh oui, on est le 1er avril et je suis sûr qu'à elle, on ne lui fait pas de blagues tellement elle est charmante, tellement elle est douce, tellement elle est adorable. C'est Mademoiselle Suzuka qui nous présente son Tokyo Café. Excuse-moi Benoît, mais tu vas rire. Mais il y a encore quelqu'un qui t'appelle, alors cette fois c'est Pierre-Alexandre. Par contre le truc moins rigolo c'est que là il avait l'air énervé. Donc fais gaffe, en plus il est pas très sympa, hein, donc voilà. Bon ben, merci, j'y vais, hein, je reviens tout de suite quoi. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. Et今日はエイプリルフール。Suzuka, j'arrive. Suzuka, ça va? Suzuka. Revenez comme vous voulez.
みんなもおいでよ。クルッポ。おいしい。ここはどこ？遊ぼう？Vous allez goûter tous les goûts du Japon. Ouais, bah effectivement, il était vachement énervé. Il m'a dit ouais, on parle pas assez de moi, c'est moi qui fais les news et tout, et tu me cites jamais. Je l'avais dit, il est pas très sympa. Ah, faudra que je me surveille, hein. C'est sûr qu'avec les égos. Au moins j'ai rencontré Mademoiselle Suzuka, elle est gentille, elle a toujours le sourire, elle était gaie comme un pinson, plein de charme. Hein. Ça donne envie de faire des bisous. Et c'est déjà la fin de ce 100% du 1er avril, alors amusez-vous bien, et puis mais moi je fais des bisous à tout le monde, et c'est pas des blagues, c'est pour de vrai, je vous aime. Bisous. Et bonne année. Et oui, bonne année, pour ceux qui souhaitent encore l'année le 1er avril. Des bisous. Des bisous, Rémi? Oh oui, des bisous. Ça a été lourd hein, aujourd'hui avec toutes ces interruptions. Enfin, moi je m'en fous, j'aurais fait plein de bonnes... C'est... Ah bah d'accord, le niveau de la vanne, t'as vu ça? Ils m'ont foutu une crotte en plastique dans le sac. T'es sûr qu'elle est en plastique? Ah!